Après un premier épisode d'Unlock consacré aux applications de la recherche fondamentale, nous allons parler dans cet épisode de la protection des innovations. Nicolas, bonjour. Bonjour Fabien. Alors Nicolas, une fois qu'un chercheur avance dans ses travaux, qu'il se rend compte qu'il a potentiellement sous les yeux quelque chose d'important, d'innovant, que doit-il faire ? Alors, une fois qu'il a trouvé des applications de sa recherche fondamentale, le réflexe, c'est de faire une déclaration d'invention auprès de son office de transfert de technologie. Donc, il peut s'adresser à celui du CNRS, Innovation, l'INSERM Transfert, celui de Pasteur, celui de l'Université Paris-Cité, ou encore même INRIA et APHP, puisque Vallocité, c'est tous ces fondateurs. C'est ça, on reste sous l'organisme de tutelle à ce stade, d'accord ? Et une fois, alors la déclaration d'invention, c'est quelque chose d'assez simple, faut pas en avoir peur. D'accord. C'est un formulaire avec qui sont les inventeurs, quelle est l'invention, comment le chercheur voit les choses, à quelles applications il a pensé. Ça s'accompagne d'une note technique, ça c'est important. D'accord. Et on va y arriver, puisque finalement, on déclare une invention, donc il faut forcément la définir, de la manière la plus complète possible. Et ça passe souvent par annexer à cette déclaration d'invention une note technique qui est finalement simplement un projet de publication. D'accord. Donc questionnaire, note technique, et ensuite peut-être des réunions pour en discuter ? Alors, réunions pour en discuter qui sont passionnantes. D'accord. Moi, j'adore. Vous en avez souvent ? Oui. Ouais. D'accord. J'adore. Même si on est très préliminaire, d'ailleurs, on parle science, technique, application, qu'est-ce qu'on voit pour le futur. D'accord. Et puis, on aborde des questions liées à la protection en tant que telle. C'est-à-dire, est-ce que c'est innovant et véritablement, est-ce qu'on est nouveau? Est-ce qu'on est inventif? Est-ce que c'est inventif? D'accord. On amène petit à petit la discussion vers les critères de brevetabilité. Il y a une question de veille aussi, de savoir justement si ça n'a pas déjà été fait ailleurs ou s'il n'y a pas déjà des brevets qui couvrent ce domaine. Oui, c'est vraiment une analyse que l'on fait. Alors, peut-être pas lors de cette réunion, on affine un petit peu la définition de l'invention avec les scientifiques, avec les inventeurs. Et puis, ultérieurement, on fait des recherches un peu plus poussées avec des moteurs de recherche. On va dans PubMed, les publications, les brevets antérieurs, pour vérifier effectivement que, ultérieurement, on va déposer une demande de brevet qui est valable, donc qui respecte les 2 critères de brevetabilité, nouveauté, activité inventive. D'accord. Lors de ces réunions, ce qui est très intéressant aussi, c'est de considérer d'autres formes de protection. Alors les scientifiques ont moins ça en tête. On parle beaucoup de brevets. Oui, bien sûr. La protection, par exemple, du matériel biologique, on peut le déposer dans des dépositaires. Là, on parle de tous les outils qui sont annexes à l'innovation centrale, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Alors, annexe ou même fondamentale, c'est-à-dire que il y a de nombreuses inventions ne nécessitent pas forcément un brevet. On peut les protéger, ne serait-ce que par une propriété matérielle qui est la lignée cellulaire, la souche probiotique extraordinaire qu'on a trouvée pour anti-inflammatoire, etc. Une nouvelle souche de levure qui donne un goût extraordinaire à la bière. D'accord. Ah, ça c'est super. On le dépose donc dans un organisme de dépôt de matériel biologique et puis c'est une protection matérielle. D'accord. Alors, on peut penser aussi dans le domaine IT à la protection des logiciels. On reçoit le code source et on peut faire un dépôt à l'Agence pour la protection des programmes très rapidement. D'accord, très bien. Alors, il ne faut pas oublier aussi dans toutes ces modalités de protection le secret. Oui, bien sûr, il y a toujours des risques de piratage, d'espionnage. C'est des choses qui sont auxquelles vous mettez en garde. Oui, alors quand on est dans un domaine compétitif, c'est vrai qu'il y a finalement c'est un peu le premier qui dépose, c'est lui qui va prendre un petit peu la prédominance et la position forte en termes plus tard de négociation ou de liberté d'exploitation. Donc ce que l'on fait, c'est que on peut effectivement déposer très rapidement quelque chose, même si on est un petit peu en amont, même si on n'a pas tous les résultats de preuve de concept, même s'il faut consolider le brevet pendant la première année, ce qu'on a le droit de faire, on peut effectivement prendre cette décision de déposer rapidement. D'accord. Et c'est d'autant plus important pour les brevets dits fondamentaux. Car on a potentiellement une rupture technologique entre les mains. Alors, je peux citer l'exemple des ciseaux moléculaires, CRISPR-Cas9. Les fameux ciseaux, Prix Nobel de médecine. Prix Nobel de médecine, Emmanuel Charpentier, qui est passé d'ailleurs par nos institutions françaises quand elle était jeune. Et quand on est face à ce type d'invention, c'est extraordinaire parce que on a cette capacité de déposer des demandes de brevets dits dominants
avec des ramifications très très larges, ce qui fait qu'on couvre toutes les applications ultérieures, que ce soit en thérapie génique, en agronomie ou autre chose. Dès qu'on a besoin de ciseaux moléculaires spécifiques, bien sûr, on est sous la portée de ce brevet, et donc ça pousse les industriels à prendre des licences. D'accord. À ce stade, donc quand le chercheur commence à présenter ses innovations, ses travaux auprès de son organisme de tutelle, j'imagine aussi que lui a envie de visibilité, de publier ses travaux, de les présenter à la communauté de la recherche. Est-ce que vous les freinez parfois sur ces publications ? Jamais. D'accord. Alors, on débunk tout de suite. C'est vrai que c'est une question, c'est des remarques qui reviennent souvent de la part des scientifiques. Ah, les brevets, les déclarations d'invention, ça va retarder ma publication. Oui. Non. D'accord. Non. Non, pourquoi ? Parce que c'est une simple question de timing, d'anticipation. Au moment où le scientifique a commencé à bien rédiger son projet d'article, on est au projet quasi final, il y a tout, les résultats, la discussion, les légendes, etc. On a tout. Il peut faire ses déclarations d'invention. Au même moment, il peut soumettre son projet d'article, son article pour revue. Et nous, on va aussi vite que les reviewers. Ouais. Donc, on est en mesure de déposer une demande de brevet, disons, dans les 3 semaines. Donc, c'est globalement le même délai que la revue d'un article scientifique. D'accord. Il faut simplement penser à le faire. Bien sûr. Quand on a effectivement identifié des applications. Sur plusieurs fronts. Nicolas, donc on est au cœur du sujet, on parle des brevets. Est-ce que, d'abord, tu peux nous rappeler ce que c'est exactement ? Alors, le brevet, finalement, au départ, on revient toujours à cette notion de contrat avec la société. C'est-à-dire que via le brevet va être publié, au même titre qu'une publication scientifique. La publication est simplement retenue pendant 18 mois, justement pour les relectures, de permettre aux chercheurs de compléter, d'aller un petit peu plus loin et de compléter sa protection. Et voilà, donc mais ça va être publié. Et l'avantage de ça, c'est qu'on partage toute la connaissance scientifique et technique. Donc, c'est vraiment un échange. On donne 20 années de protection, en échange de quoi votre innovation est publiée et donc est accessible à tout le monde. Donc ça, on rejoint quelque part un peu ces notions d'open access, d'open innovation. Et c'est comme ça qu'on a vu finalement une sorte d'accélération des progrès scientifiques et technologiques. C'est aussi grâce au brevet. Non pas simplement pour supporter des modèles économiques, des investisseurs, etc. Mais c'est un partage de connaissances techniques. Et c'est lu, c'est regardé par l'industrie. Et puis encore une fois, moi, je ne peux que encourager les scientifiques à aller de temps en temps lire la littérature brevet. Bien sûr. Donc, brevet, open innovation peuvent avancer ensemble. Voilà, c'est pas antinomique. C'est pas du tout antinomique. L'open innovation, c'est un terme quelque part qui a été inventé par les industriels avant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire collaboration. Pour rester simple. Collaboration, c'est ce qu'on fait avec des startups, des partenaires industriels. On a des accords de collaboration où on est d'ailleurs partie membre d'un consortium financé par une grosse grant européenne ou française. Et on travaille ensemble dans le but de faire une recherche avec peut-être des applications transnationales, qui est d'ailleurs demandé de plus en plus par les financeurs. D'accord. Nicolas, on entend souvent, quand on parle de brevet, de propriété intellectuelle, j'ai déposé un brevet, ou il y a eu tant de dépôts de brevets cette année en France ou en Europe. Ça suffit de déposer un brevet, après tout est bon, ou alors est-ce qu'il y a quand même d'autres étapes ensuite ? Alors, c'est une sorte de point de départ et pas de point d'arrivée. Je pense que, on dépose une demande de brevet, il faut 5 ans, en gros, pour obtenir le brevet. Il faut déclarer. C'est revu. Et alors, pendant cette période de 5 ans, l'invention est quand même protégée ou est-ce qu'il y a le risque à ce moment-là ? Est-ce qu'il faut garder un peu de secret sur cette période ? On appelle ça une protection provisoire. On est positionné et tout le monde, donc, à 18 mois, donc c'est publié. Et les concurrents voient que, voilà, on s'est positionné. Donc, assez rapidement, d'ailleurs, pour des inventions fondamentales, très rapidement venir nous voir. Donc voilà, et on peut faire des licences sur la base de demande de brevet. Donc, on n'attend pas d'avoir la délivrance du brevet. Mais sinon, effectivement, c'est toute une procédure. Et là, peut-être pour rassurer aussi les scientifiques et les inventeurs, on se charge de tout. C'est-à-dire que, voilà, de temps en temps, on va leur passer un petit coup de fil ou un petit email pour leur demander, là, on nous oppose tel document, est-ce que tu peux m'aider à trouver un argument ? Ou voilà. L'examinateur américain nous dit ça, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Bon. Mais ceci dit, après, on fait toutes les procédures. Il y a pas, on les sollicite finalement assez rarement.
Le chercheur peut continuer ses travaux. Tu as parlé d'examinateurs américains. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi déposer ses brevets aux États-Unis, en Europe, en Asie en même temps? Ou alors est-ce qu'il y a une stratégie en fonction des différents pays? Il y a une stratégie territoriale. D'accord. Effectivement. Alors, bien évidemment, on vise les principaux marchés. Donc, Europe, avec le brevet européen, les États-Unis, et puis de plus en plus, effectivement, la Chine. D'accord. Donc ça fait les trois. Et puis, bon, tout dépend en fait du domaine technologique. Si on est en thérapie, avec une thérapie finalement qui est très adaptée pour un peu low cost, mais efficient, very good, low cost. Donc voilà, c'est pas du tout antinomique, qui s'adapte aux pays à faible niveau de revenus. Donc là, on peut faire des dépôts un petit peu plus larges. D'accord. Mais bon, voilà, on définit une stratégie, sachant que ça coûte cher quand même. Oui, bien sûr. Oui. Conscient de ça, donc on gère. Ça prend du temps. Oui, tout à fait. Et alors, est-ce qu'il y a le risque après de se voir attaquer? C'est régulier pour les brevets d'être mis en justice, d'être contestés? Il y a des grosses bagarres. C'est vrai qu'on a toutes ces grandes bagarres en tête qui peuvent aller en justice, mais alors sur des brevets qui sont qui ont peut-être moins de visibilité, c'est quand même aussi le cas? Pas spécialement. Je crois que là où il y a des grosses bagarres, c'est sur les brevets dits fondamentaux de rupture. Tout à fait. C'est les brevets dominants qui couvrent tout un pan technologique. On l'a vu sur l'ARNM, où d'ailleurs c'est toujours en cours. Il y a beaucoup de brevets dans le monde. On le voit sur, par exemple, le séquençage au débit. Les premiers brevets Illumina, qui d'ailleurs proviennent des recherches académiques. D'accord. La plupart de ces brevets, ils viennent de la recherche académique. Bien sûr, oui. Donc, le séquençage au débit, Illumina, qui exploite, et puis les Chinois, enfin la Chine qui s'attaque à la validité des brevets. Et un peu partout, aux États-Unis, en Europe, systématiquement, ils y vont, ils attaquent tout. D'accord. Je vous rassure, ils ont perdu à chaque fois. Bien sûr. Mais d'où l'importance pour un chercheur d'être bien accompagné aussi. Alors, d'où l'importance d'être bien accompagné, de bien réfléchir à ce qu'on a entre les mains au départ. Et puis, moi, j'aime bien aussi définir une stratégie pays dans le long terme qui va accompagner une stratégie de développement. D'accord. On sera donc discuté dans le podcast numéro 3. D'accord. Pourquoi? Parce que plus finalement, il faut partir de ce principe-là. Plus un brevet va rapporter à un moment donné de l'argent, plus les montants sont élevés, avec des grosses licences, plus on va être attaqué. À un moment donné, on va être contesté. C'est toujours pareil. Est-ce que je continue à payer ma licence qui me coûte 10 millions par an, ou est-ce que j'essaye d'invalider les brevets, qui va me coûter 1 million? C'est ça. Le calcul, il peut être vite fait. Donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est rajouter des petits pains dans notre panier de protection. Consolider. On consolide, on dépose une deuxième demande de brevet, une troisième demande de brevet. Alors, nouvelle application, perfectionnement, un détail qu'on avait oublié. Bien sûr. Voilà, on essaye de renforcer tout ça pour avoir un panier. Et lorsque l'on se retrouve dans une table de négociation avec des partenaires, ça compte. Voilà, bien sûr. Et alors, pour un chercheur, qu'est-ce qu'il a, lui, à gagner en déposant son brevet? Alors, bien sûr, la capacité à développer, aller plus loin dans son innovation. Mais est-ce que ça peut être aussi un moyen de reconnaissance par rapport à ses pairs? Est-ce que ça peut être aussi un moyen de gagner plus d'argent, peut-être? Les deux. Je pense que c'est une question essentielle pour les chercheurs. Ils aient effectivement cette envie de venir nous voir, de faire leur déclaration d'invention, de penser à leurs applications. Il y a deux aspects. Un, je crois que la principale motivation, ça doit être amener des produits, amener des innovations au plus grand nombre. Je crois que c'est ça, finalement, la recherche fondamentale. Quelque part, on fait progresser les connaissances vers des applications, vers un produit, vers un retour à la société. Et après, il y a des intérêts plus personnels. Alors, la rémunération des inventeurs, qui est de l'ordre de 20 à 25% des revenus déduits des frais. Mais enfin, ça peut être très important si on parle de revenus importants. Donc, ça peut changer quelque part la vie d'un chercheur complètement. On va pas parler de tickets de loto, mais c'est quand même pas mal. Et puis, il y a aussi la notoriété. Finalement, quand on y pense, par exemple, on revient aux ciseaux moléculaires. Emmanuel Charpentier, quelle belle reconnaissance, bien sûr. Et cette notoriété, elle est venue via les brevets. Elle est venue via les applications de sa recherche. C'est vrai que beaucoup les auront revendiqués après ces fameux brevets sur la RNM. Tout à fait. Sur les ciseaux moléculaires, pardon. Sur les ciseaux moléculaires. On peut penser aussi à tout l'effort qui a été fait à l'époque des brevets SIDA. Bien sûr. Françoise Barré-Sinoussi, tout à fait. Jean-Luc Montagnier. Je crois qu'il y a eu une aventure énorme, passionnante
il y a un engagement très très fort des chercheurs. Et alors c'était à l'APHP, c'était au CNRS, il y a eu une mobilisation, il y a Pasteur bien sûr, et il y a eu une mobilisation extraordinaire dans cette période d'urgence sanitaire. Il fallait développer des kits pour détecter, y compris pour la transfusion sanguine. Hein. C'était une course contre la montre. Et là, c'est une aventure. Et il y a eu des gros brevets qui ont été déposés, dominants, très importants, et toute une histoire, un peu épique. Il y a même eu des livres. Et donc, on voit que pour le chercheur, sa notoriété, et in fine, après, parfois un prix Nobel, peut sortir de toute cette recherche fondamentale qui s'est transformée en application de la recherche. Alors, Nicolas, ce qu'on comprend, c'est que protéger une invention, ce n'est pas juste en effet un réflexe juridique, c'est aussi une façon de sécuriser ses résultats, de préserver sa liberté de recherche et même de préparer un futur transfert vers l'industrie, c'est ça ? Oui, et puis avant tout, au départ, c'est une rencontre entre les scientifiques et nous-mêmes. C'est passionnant, c'est des discussions. On est tous scientifiques. C'est une aventure. C'est ça. Et donc, on adore. Ça peut leur donner d'ailleurs des nouvelles idées, de confronter leurs résultats à des personnes, des experts comme nous qui, on regarde ça avec parfois une vision un peu neuve. Et j'espère que cet épisode de Unlock va encourager les chercheurs à venir nous voir, à faire leur déclaration d'invention. Très bien. Merci Nicolas. Merci Fabien.